Bonjour Hamza, comment vas-tu? Salut Thierry, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Voilà, ça va bien, oui. Alors, l'émission d'aujourd'hui, je te coupe la parole et je réponds à la question que tu ne m'as pas posée. Donc en fait, c'est un titre un peu provoque. Mon boss est un con, comment vivre avec? Et justement, tu vas nous en parler et nous expliquer des stratégies ou en tout cas ce qu'on peut faire face à ce genre de problème. Moi, j'avais juste une petite chose à dire à nos amis qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on les traitera à la fin de la vidéo. Voilà, et les amis, mon boss est un con, comment faire? Donc comment vivre avec, comment gérer un boss qui est un petit peu difficile? Alors déjà les boss un petit peu difficiles, c'est un petit peu 80% des boss, parce que finalement quand on regarde bien, on a tous des stéréotypes, on a tous un petit peu une idée un peu fantastique du boss, du leader qui est motivant, inspirant, grand, beau et fort, qui a jamais peur de rien et qui trouve toujours les mots justes et qui nous fait grandir et on baigne dans ça, ou alors on baigne aussi dans tu sais, les boss un peu à l'américaine, des anciens films d'avant, quand tu regardes des anciens Superman, etc. Le gars du Daily Planet qui gueule tout le temps, qui crie tout le temps sur ces gars dans tu sais, au journal, etc. Enfin, on vient tous, si tu veux, avec un espèce de bagage de notre vision de ce qu'on attend d'un boss. Et c'est vrai que malheureusement, ça se passe en gros très souvent très bien, à moins que ce soit un film vraiment pour ça. Mais en gros, dans les films, on voit les boss méchants se faire écouter, les boss qui hurlent, en fait, ils sont gentils, les boss super géniaux qui changent la vie des gens. On voit toutes ces choses-là, puis on arrive un petit peu préformaté, et puis on tombe sur des humains, des vraies personnes, pas des acteurs, des vraies personnes, des vraies personnes qui en sont à des étapes différentes de leur carrière. Soit ils viennent de devenir boss, ou soit ils sont boss depuis 5 ans dans une culture un peu bizarre. Et en fait, ce qui va faire la qualité de leur bossitude, de leur management, c'est vraiment comment ils ont appris. Et souvent, on apprend de notre manager. Alors, souvent, ce qui va former un petit peu la moelle épinière de notre façon de manager, c'est comment on a été managé. Et après, l'autre partie, c'est un petit peu comment on a été éduqué, les environnements où on a grandi, nos valeurs, etc., etc. D'accord. Mais souvent, comment on a été managé va un petit peu primer sur notre façon de manager les choses, puisque nous sommes on apprend par répétition, et on n'apprend pas en répétant, en recommençant tout depuis le début. On apprend par répétition, surtout que si ça a marché pour vous, vous vous dites, bien ça marchera pour les autres, ce style de management. Donc, je voudrais qu'on garde en tête que toute la présentation, elle va pas se faire sur la base que l'employé a raison et le boss a tort, ou que le boss a tort et que l'employé a raison. On va pas faire ça. On va pas faire ça parce que moi, je vous parle, les amis, du point de vue où moi j'ai été et je suis encore boss, et j'ai commencé ma carrière de management et j'en suis pas très fier. J'étais pas très bon en fait, et j'ai causé à beaucoup de personnes de partir dans les sociétés où j'ai travaillé, pour les équipes, et c'était moi qui étais con là. Il faut savoir qu'un boss, quand on commence, en fait personne nous dit voici le manuel du boss, alors tu suis les 7 étapes et tu seras un super boss. En fait, tu découvres le job dans le job, et l'humain en soi, il arrive avec plein de problèmes. Donc c'est-à-dire c'est difficile d'écrire même un livre qui te dise en fait tu vas commencer comme ça, lui il va te challenger comme ça, lui fais gaffe à cette personnalité, fais gaffe à ça, il faut faire comme ça. C'est infini en fait. Comment gérer ce nouvel environnement, et surtout que quand on devient manager, on est un petit peu lancé au milieu de la mer, et on nous dit nage, c'est ça la direction, avance. Et j'ai toujours été le premier à dire, j'ai pas entendu les autres pour dire que moi, quand j'ai commencé, j'en suis pas très fier, parce que personne t'apprend vraiment à gérer ce genre de choses. Donc non seulement on est dans une culture de société qui
pars du principe que si tu es un bon employé sur un domaine, si tu es un bon vendeur, tu peux être un responsable de vente et avoir une équipe de vendeurs, de commerciaux. Si tu es un bon, je sais pas quoi, on peut, en fait, on te donne un autre job qui est pas forcément du tout quelque chose qui va bien. Et même notre idée de réussir dans une carrière, et ça c'est important de le dire, c'est que la réussite dans la carrière, quand on commence à avoir 35, 40 ans, on s'attend à avoir un petit peu des jobs dits de leadership, managériaux, parce que sinon on n'est pas forcément vu comme des gens qui avancent, qui progressent et qui réussissent dans notre carrière. Donc il y a toutes ces choses-là qui viennent se jouer un petit peu dans notre carrière. Et c'est pour ça que pour moi on tombe on tombe pas très souvent sur des super bons boss. Et je pense que du côté de l'employé on est aussi sur des cultures parce que j'ai été du moins employé pendant très longtemps. On tombe dans des grosses boîtes, des petites boîtes et pas qu'à Dubaï, à Londres aussi, en France. Et quand on a la culture de l'employé, on a un petit peu, il y a quelque chose d'un peu nauséabond qui s'installe. C'est que notre boss, c'est un petit peu la première personne sur qui on va parler derrière son dos. Donc c'est un petit peu la première personne sur qui on va taper. En fait, t'as vu comment il s'habille aujourd'hui, En fait, c'est le boss, il est un petit peu dans la ligne de mire, si tu veux, il est très très visible de tous ses employés. Et c'est vrai que faire son job de boss dans ça, c'est aussi quelque chose qui peut être challenging. Donc il faut qu'on remette les choses un petit peu dans le contexte et ça c'est important. Mon boss est un con, on va parler vraiment des cons. On va pas parler des boss qui ils font des erreurs, qui apprennent, qui ont un bon fond. On va parler de ces boss un petit peu extrêmes, mes amis. On va parler de ces boss qui rendent vraiment la vie dure et misérable pour leurs employés. On va pas forcément parler de ces boss qui peut-être qu'ils sont pas très compétents, mais ils essaient, puis ils apprennent dans le tas. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit peu de contexte à la présentation. Thierry, est-ce qu'on est toujours connecté? Oui. Alors, si on est connecté, super, Thierry. N'hésite pas à me faire quelques signes vocaux pour que je sache qu'on est toujours en ligne. Alors, la première chose donc que je conseille souvent à mes clients quand on me contacte parce que on a des challenges avec son manager. La première chose que j'essaie de faire, c'est d'être certain que c'est pas le client, la personne qui se plaint, qui est le problème. Parce que souvent, on est vraiment capable de voir les défauts des autres et on a beaucoup plus de mal à voir ses défauts. Et des fois, quand on pose des questions, on me dit alors comment ça s'est passé, ou alors une des questions que je pose, c'est mais est-ce que c'est qu'avec toi ou c'est avec tout le monde sans exception. Quand la personne me dit c'est avec moi ou moi et une autre personne, il y a des signes qui font que peut-être déjà vous êtes en train de créer ou du moins d'exacerber un problème qui existe peut-être, mais peut-être que vous-même vous êtes déjà en train de créer ce genre d'environnement. Peut-être qu'il y a des choses qui disent, par exemple, j'ai une cliente à moi qui se rendait pas compte qu'elle disait des choses qui foutaient le boss en l'air, qui le mettait mais dans toute sa colère. et quand je lui dis mais tu as pas dit ça, et elle dit si, quoi, mais c'est quoi, mais non, moi je le vois pas comme ça. Oui, c'est très violent. Et donc, souvent, on vit nos vies un petit peu en autopilote. On a du mal à faire des introspections, on les fait de temps en temps, mais la première chose que je conseille, c'est pas forcément de prendre un coach, les amis, c'est de d'abord demander à quelqu'un d'impartial, à quelqu'un d'objectif, un collègue qui regarde tout le temps, ou une secrétaire, ou quoi que ce soit, à qui on fait confiance, de dire, mais pourquoi il est comme ça avec moi? Qu'est-ce que je fais? Toi, moi, je te fais confiance. Franchement, vas-y, tu peux me critiquer. J'essaie vraiment de faire en sorte que notre relation s'améliore parce que c'est pas sympa pour moi, c'est sûrement pas sympa pour lui. Qu'est-ce que je fais de... écoute, regarde, tu sais, toi, t'es toujours la personne qui, ou quoi que ce soit, on va avoir un petit peu du feedback. Et c'est vrai que c'est important, avant d'essayer de trouver, la poussière dans l'œil de l'autre, regardons d'abord la poutre dans notre œil. D'abord, commencer par soi. Parce que, à la base de la base, le boss, il est investi, il vous paye. Et lui, il n'a pas intérêt que vous échouez.
c'est pas dans son intérêt, parce que ça veut dire que si vous échouez, ben, son investissement ne se reverra plus jamais. Donc en fait, ça sert à rien de diaboliser les boss. C'est encore un truc un peu fantastique, un peu stéréotypé, de le boss est méchant, les employés sont gentils, etc., etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, mais non, mais enfin, lui, il a des choses à apporter, moi, j'ai un rôle aussi, et on essaie de travailler ensemble sur le même bateau, dans une même direction. Si on n'est pas aligné, il faut qu'on en discute, parce que sinon, on n'arrivera pas à destination. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait que lui est fâché contre moi et pas contre les autres, ou contre moi et les trois autres, et pas contre tout le monde. C'est un petit peu c'est la première chose qu'il faut faire. Donc ça, c'est vraiment l'introspection, d'accord. Vérifier qu'on n'est pas en train d'exacerber ou même de créer le problème, d'accord. Donc ça, c'est le premier point. Alors souvent, on réalise qu'en fait, arriver en retard tous les jours, le boss ne dit rien, mais il nous le fait payer après. Ou l'attitude, ou la façon dont on rigole, ou les longues pauses, ou le manque de résultats, ou l'interruption. J'ai eu une cliente qui avait besoin de poser des questions pour apprendre un travail, et son boss, on pouvait plus. Et à chaque fois qu'elle posait des questions, il roulait les yeux comme ça. Il disait écoute d'abord écoute, d'accord. Après pose des questions. Et elle se sentait un peu, il me fait passer pour quelqu'un qui est bête, je me sens vraiment amoindri quand il fait ça, il fait ça tout le temps, alors moi maintenant je dis rien, et puis du coup je comprends mal, et puis j'ai l'impression d'être bête, et puis c'est un cercle vicieux, et le boss c'est pas content, etc. Et il me dit, attends, quand tu poses des questions, comment ça se passe? Alors, est-ce que tu interromps, tu interromps pas? Il me dit, bah oui, j'interromps parce que je peux pas continuer à la conversation si j'ai pas compris. D'accord, mais tu fais ça comment? En meeting, quand vous êtes... Non, en meeting, quand il est en train d'expliquer, puis je suis sûr que les questions que je pose, les autres les trouveraient intéressantes aussi. Alors, du coup, la personne s'est donné une spécialité d'interrompre le boss en meeting. Quand je lui ai dit ça, elle n'avait pas vu ça comme ça. Et elle s'attend, et les autres se sont cachés derrière elle, parce que peut-être que le boss était mauvais à expliquer certaines choses, mais les autres étaient contents que c'était elle qui allait au charbon. Oui, tout à fait. Derrière, sa relation avec le boss était exécrable à un point, mais en fait, c'est le temps qui fait que ça se renforce. Et ça, c'est vraiment une des choses qu'il faut d'abord voir. Moi, en coaching, c'est une des choses que je peux voir d'abord. D'accord? C'est en deuxième étape, c'est ce que je dis qui va peut-être vous créer le plus de résistance, les amis, mais donnez-moi juste 5 minutes avant de complètement rejeter l'idée. La deuxième étape, c'est d'en parler. On a une compréhension un petit peu bizarre de ce que c'est une bonne relation. Une bonne relation, pour beaucoup de gens, c'est une relation où il n'y a pas de conflit, où on n'a pas de dispute, où tout va bien. Pourquoi? Parce que dans la majorité des films, il n'y a pas de dispute. Ou alors, il y a une grande dispute au milieu du film pour qu'elle s'arrange et que voilà. Mais en gros, on a toujours cette idée qu'un couple, que des bons amis, etc., ne se disputent pas, ou que un boss et ses employés ne se disputent pas. Il y a un conflit qui est négatif, il y a un conflit qui est positif. Le conflit positif, c'est quand on en parle, quand on est transparent, quand on ne plaigne pas pour son ego, son orgueil à soi, pas parce que on a envie de paraître comme quelqu'un qui est crédible, ou comme le boss, ou qui que ce soit, mais parce qu'on se dit attention, danger pour notre relation ici, attention, danger pour notre travail, pour les résultats qu'on a envie de faire. Et tant qu'on crée la discussion, tant qu'on parle des conflits, tant qu'on les pose sur la table, eh bien, c'est là qu'une relation, elle peut s'établir. Souvent, ce que les gens font, c'est que quand ils arrivent vers moi, Thierry, c'est un petit peu trop tard, ça fait 6 mois, 1 an, et même plus des fois. Et puis quand je dis, mais alors, quand il te parle comme ça, qu'est-ce que tu lui dis? Rien. Mais pourquoi tu lui dis? Mais Hamza, attends, au début, je suis en période d'essai. Ensuite, je suis désolé, mais déjà, je suis démotivé. Mes résultats, c'est pas génial. Je peux me faire virer aussi. Donc, j'ai pas trop intérêt à parler. Je fais, ouais, mais là, tu décris un cercle vicieux. En gros, t'as peur de parler. Non, pas que j'ai peur, mais c'est que il peut y avoir des conséquences. Tu sais, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, etc. Et j'ai dit, attends, t'es en train de justifier ne pas en parler. Ouais, mais si j'en parle, il peut. Tu le connais pas, Hamza, il est très.
Et moi, j'ai beaucoup de résistances comme ça. Et c'est normal. La raison qui fait que j'en parle de ces résistances, les amis, c'est que si jamais elles sont dans votre tête, je voudrais que vous mettiez les compteurs à zéro, puis que vous écoutiez juste un angle de vue. D'accord? L'angle de vue, c'est que c'est pas parce qu'on en parle qu'il va y avoir une conséquence négative. C'est comment on en parle qui crée ou qui influe la conséquence. Donc, si je me mets effectivement à crier sur mon boss, à lui montrer que lui a tort devant tout le monde, etc., etc. D'ailleurs, une de ses amies, qui est maintenant une ancienne cliente, celle qui interrompait son boss souvent en meeting, ouais. Au début, son boss était cool et il bannait. Alors, il se bannait, tu sais, quand tu vannes, c'est, je sais pas comment tu dirais d'autres, mais c'est compréhensible, se banner, ou c'est un vieux mot? Oui, non, c'est, enfin, tu sais, moi, je parle le français des années 80, donc, mais c'est bon, ouais, ça, moi, je comprends. En gros, il vannait, en gros, il se disait, tu sais, il faisait un petit peu, il se descendait, entre guillemets, pour s'amuser, et, elle le faisait devant les autres. Donc, le boss ne disait rien, il riait jaune, etc. Et je lui dis, et pour un boss, c'est pas bien de faire ça devant les autres. Si vous avez une relation, c'est bien que lui mette des limites, c'est dommage que lui se mette à te vanner, toi tu as riposté, d'accord? Mais c'est ces petites choses, petit à petit, qui rendent les choses un petit peu, qui exacerbent en fait la situation. Ouais. La façon dont on parle des choses, elle va affecter le résultat, d'accord? C'est pas si on en parle. Donc il y a déjà le fait de pas en parler. Oui. C'est de la lâcheté. Les amis, pardon 1000 fois, mais c'est de la lâcheté. Quand on n'agit pas parce qu'on a peur, ça s'appelle de la lâcheté. Donc vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, mais que vous décidez de ne pas en parler, ça s'appelle de la lâcheté. D'accord? Le courage, c'est de faire des choses, d'agir malgré la peur. Mais de baisser la tête et de pas. Donc quand on entend des personnes qui se font agresser dans un métro, dans un RER, et les autres qui baissent la tête, c'est des lâches. C'est des lâches. En fait, c'est vraiment important. Alors attention, ça veut pas dire que si vous êtes une nana enceinte, vous allez commencer à essayer de castagner parce que non, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on a peur et qu'on essaye qu'on évite d'avancer, on donne voix à sa peur et c'est pas forcément ce qui va arranger les choses. Le contraire se passe, c'est que plus le boss va faire, par exemple, va vous traiter mal, va avoir un certain comportement négatif, et bien moins vous dites les choses et plus ce qui va se passer, c'est que il va renforcer, si vous voulez, il va renforcer sa position, son comportement. D'accord? Donc souvent, on va pouvoir parler contre notre boss derrière son dos. Souvent, on va dire quel con, celui-là, il m'énerve, il me saoule. T'as vu comment il m'a parlé ce matin? Lâcheté, les amis. Le mieux, c'est d'essayer de dire comment je pourrais lui dire ça pour que effectivement il y ait une vraie discussion et que ce comportement il passe bien. Je peux pas lui dire écoute, t'es vraiment bête, pourquoi tu parles comme ça, tu m'as pris pour qui? Ça c'est très émotionnel, c'est même hystérique, c'est pas du tout ce qu'on essaie de faire, d'accord? Le truc qui est sûr, c'est que moins vous riposterez, plus vous renforcerez son comportement, d'accord? Donc l'idée c'est de poser des questions. Parler de ce que vous ressentez au lieu d'accuser, d'accord? Donc par exemple, vous pourriez dire John, je peux te parler une seconde? Oui, bien sûr. Écoute, je sais pas si c'est moi, mais j'ai une forte impression qu'en fait, à chaque fois que je te pose des questions, tu penses que je suis bête. Tu sais, tu fais un visage un peu genre, mais n'importe quoi, pourquoi n'importe quoi? Et je fais juste être honnête avec toi et je te demandais directement au lieu de me faire des films. Est-ce que je me fais des films? T'as vu? Donc en fait, je dis ce que je ressens, je n'accuse pas. Donc le truc qui serait pas passé, c'est de dire tu me fais tout le temps passer comme une bête. Ça c'est une accusation. Ouais. D'accord? Qui va forcément créer une réaction de défense. D'accord? Et c'est pas génial. Par contre, de dire j'ai l'impression que, je sais pas, je me sens un peu comme ça quand tu fais ci, quand tu parles comme ça, quand tu m'as parlé comme ci.
est-ce que je me fais des films? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce que tu penses ça de moi? T'as vu le couplet entre comment on se sent, qui n'est pas négociable. Si Thierry aujourd'hui tu me dis Hamza, honnêtement ça m'a vexé un petit peu quand tu m'as dit ça, j'ai senti que si et ça, c'est pas un truc que je peux te corriger parce que ce que tu sens, j'ai pas accès. Donc tu as le droit de ressentir quelque chose. Tout ce que je peux me dire, c'est sûrement ce que j'ai émané de moi, d'accord, qui vient de moi. Et je couple ça avec une question. D'accord? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que, enfin, c'est exagéré ma réaction ici ou parce que j'ai pas dormi, honnêtement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé, je me suis dit, mais chaque fois que je pose des questions, on dirait qu'il y a un problème. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire comment on se ressent, d'accord? Et de coupler ça à une question, d'accord? En gros, d'engager une conversation, d'accord? Et ça, c'est vraiment magique. Parce qu'en fait, ça, c'est comme si on levait un miroir devant le boss et de dire regarde ce qui se passe, regarde ce que ça crée, ce que tu fais, d'accord? Et ça c'est important. Le but c'est de donner des exemples précis de comportement. C'est pas d'être un peu semi-hystérique en disant tu fais toujours ça, tu me dis jamais ça, jamais et toujours, c'est pas précis. Ouais. En fait, toujours et jamais c'est l'ennemi du précis. En fait, l'idée c'est de dire regarde, par exemple, tu vois, je t'avais dit j'ai travaillé tout le week-end pour cette présentation. Pendant tout le week-end, hein, t'imagines, ça veut dire que, enfin, j'ai fait ça vraiment parce que j'ai envie que ça marche et j'ai envie de le faire. Et le feedback que j'ai eu de toi, c'est juste des points négatifs, mais même pas un truc positif, même pas un truc positif. Du coup, moi, je me sens super nul et je me dis, mais est-ce que ça va être toujours comme ça? En fait, c'est pas motivant, ça me motive complètement. Je vais être vraiment honnête avec toi, je suis super démotivé, démotivé. C'est pas la seule fois. Il y a aussi et là, je donne des exemples très précis. Parce que c'est ça, lever un miroir et lui dire, regarde à quoi ça ressemble, quoi. C'est beau, ça? C'est pas beau. D'accord? Et lui dire comment tu te ressens, c'est une conséquence, et c'est pas une attaque contre lui, c'est comment tu te ressens. D'accord? Donc, tu vois, c'est pas en parler qui est le problème, c'est toujours comment on en parle qui crée le problème, qui crée la discussion, qui crée la solution. D'accord? Ok. Utiliser aussi des silences, hein, des silences que moi j'appellerais des silences émotionnels, pour protester. C'est quoi les silences émotionnels? Par exemple, quand il y a vraiment abus, un silence émotionnel, c'est partir. Et ok. Ou alors se mettre devant son ordi et dire ok. Ça c'est pas irrespectueux, mais c'est la ligne est franchie. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est surtout pas se mettre à être hystérique, etc., etc., mais c'est la ligne a été franchie. Alors, le but, c'est pas de maintenir le silence pendant les 30 prochaines secondes, hein. Le but, c'est de marquer la journée. Que tout le monde en parle. Plus c'est visible, et plus le boss a un problème. Plus c'est contenu, plus il est super bien vu par le reste de l'équipe, et moins ça va compter, en fait. C'est un petit peu comme un politique. Hein, un politique, pour qu'il fasse quoi que ce soit, il faut qu'il y ait la presse. Si des émissions, des journalistes d'investigation se mettent à dire tiens, on va mettre ça en exergue, on va commencer à exposer ce problème-là, bizarrement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et c'est un peu la même chose. Donc, il ne faut pas du tout dire non, mais moi, je voulais juste te dire entre nous, ça m'a pas trop plu quand tu m'as dit ça. Wrong, d'accord? Wrong, ok? Donc, un manager apprend du feedback des autres. Un manager, ça apprend du feedback des autres. Après, on a commencé l'émission en disant que, en fait, le parcours du manager, il commence avec le côté beginner et il évolue. Et il évolue plus ou moins vite suivant le feedback qu'il a. S'il a un super manager au-dessus qui est en train de le coacher, génial. S'il n'a pas vraiment beaucoup de coaching, si au-dessus c'est aussi pas très bon, sa seule chance de s'en sortir, ce manager-là, c'est vous. Alors quand vous en parlez pas, en fait, non seulement vous rendez pas service, mais en plus vous lui rendez pas service, mais en plus vous ne rendez pas service aux prochains employés. Donc en fait, quand tout le monde, c'est l'omerta, c'est un peu personne n'en parle, c'est secret, tout le monde sait, mais surtout ne pas en parler, tout le monde a peur pour soi. En fait, c'est pas du tout le comportement que vous avez envie d'avoir pendant votre carrière. À la limite,
vous savez, les amis, moi, j'ai eu mes sociétés à moi, j'ai eu mon lot j'ai fait mon lot de mauvais management, ça, vraiment. Et je pense que ce qui m'a énormément sauvé la vie, c'est quand mes employés me regardaient droit dans les yeux et me disaient mes 4 vérités. Quand j'ai eu une personne qui pleurait, ou plusieurs personnes qui pleuraient, et moi, ça m'a complètement révolutionné mon monde. Comme ça m'a, oh, pourquoi tu pleures? Mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Et là, ça m'a fait réfléchir. J'ai changé grâce à ces personnes-là qui ont pris leur courage et qui n'ont pas juste décidé de dire du mal derrière moi à leurs copains et qui font un peu ce que tout le monde fait. Elles ont su comment me parler de leur façon. Il y en a qui ont pleuré, etc. Et c'est pour ça que quand une de mes clientes me dit, mais franchement, je voulais pleurer quand il m'a dit ça. Et je lui dis, alors t'as fait quoi à la place? J'ai rien fait, j'ai pleuré dans ma voiture en rentrant chez moi. Je fais, mais alors c'est dommage parce que le manager, il ne saura jamais en fait que ce type de comportement est néfaste. En fait, quand vous parlez pas, quand vous ne communiquez pas, les amis, vous ne vous rendez pas service. Vous lui rendez pas service et en fait, c'est un cercle vicieux. Le manager, il apprend du feedback des autres. Parce qu'en fait, il sait pas, lui. Il arrive aussi comme vous, avec plein de stéréotypes de ce que devra être un manager. Il arrive avec la pression, il se dit, mais il faut absolument que ça marche comme ça, il faut absolument qu'ils m'écoutent, c'est moi le boss, ils sont déjà payés, ils doivent faire ce que je leur dis. Il arrive avec ces préceptes biaisés. D'accord, les amis? Et c'est important que vous lui dites, ça me démotive. Moi, démotivé égale toi, pas résultat. Donc, ça, c'est pas à vous de le dire. Vous allez vous arrêter à démotiver parce que lui il va dire oh là là, productivité. D'accord? Lui faire comprendre qu'un résultat, qu'il y a une conséquence pour lui aussi, ça fait que tous les deux vous vous rapprochez. Rappelez-vous les amis, les vraies relations elles sont construites à travers les conflits positifs, on en parle, on n'est pas en train de se défendre basé sur de l'ego, de l'orgueil ou des choses comme ça, mais vraiment basé sur, attends, si on continue comme ça va pas t'arranger, ça va pas m'arranger. D'accord? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. À la fin, les amis, la prochaine fois qu'il y a un problème, plus vous allez le garder, plus ça va se cristalliser, ça va continuer, ça va le renforcer. D'accord? Ouais. Ce qui est important, c'est de vous dire, attends, moi je suis un bagarreur. C'est comme à l'école, hein. Oui, effectivement. Moi, je me souviens, j'étais à l'école, j'étais le plus petit. J'étais souvent le plus petit de la classe. Alors, ça me gonflait vraiment parce que c'était un peu, et ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, c'était un peu le souffre-douleur des fois, etc., etc. Et je peux vous dire, hein, beaucoup de fois, j'ai eu peur de parler à un tel ou un tel parce qu'il avait redoublé 15 fois et il était majeur, il devait pas être dans ma classe, en vrai. Mais ce que j'essaie de dire, les amis, c'est que à chaque fois que j'ai parlé, il me fallait effectivement un énorme courage, mais on me laissait tranquille après. Et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait assez. Je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait assez. Parce que c'est ce que vous diriez aussi à vos enfants. À vos enfants, vous diriez non, tu te laisses pas faire. Tu protestes, tu dis non, je veux pas faire ça. Non, je n'accepterai plus ça. Parce que on sait que sinon, ils vont se faire embêter. Et c'est un peu pareil pour tout le monde. Que ce soit des positions en position de supporter, que ce soit des personnes en position de supériorité, d'autorité plutôt, ou pas. Peu importe, les conflits se gèrent en discutant, en mettant les choses sur la table, en disant voilà comment je me suis ressenti, je me sens par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que c'est ce que tu essayes de faire ou pas? Parce que moi j'ai ma confiance à zéro, je suis complètement démotivé là. Hein. J'ai pas dormi une heure depuis 2 nuits. Moi, en tant que manager, j'ai pas intérêt que mon investissement se voit tomber comme ça aux égouts parce que je sais pas manager. J'ai intérêt de tacler ça parce que rappelez-vous, c'est vous qui coûtez l'argent au manager. Ça va lui faire mal à lui si vous n'êtes pas productif. Ça sert à rien des fois, tu as des réactions un peu bizarres. Il y a un ex de mes clients aussi qui rejoint une boîte et son manager, il a le même âge que lui, il a exactement le même âge que lui, ouais. Et il vient pas du même milieu que lui, et du coup il se tire donc dessus. Il y en a un qui est micromanager, donc il check tout, mais il comprend rien, et l'autre qui à chaque fois qu'il fait une erreur, lui fait remarquer en tant que manager, il lui répond, etc. Et en fait ils sont en train de développer une relation un peu
pourri en fait. Et plus ça continue, plus ils s'enfoncent tous les deux, quoi. Ils creusent leur tombe tous les deux. Puis ce qu'il faut se rappeler, les amis, c'est que vous, votre choix, soit vous attendez un petit peu, ou alors vous cherchez un autre boulot. C'est tout. Soit vous en parlez, d'accord, et vous attendez un petit peu que justement il y a des choses qui se passent. Et je vous promets que la grande majorité des gens sont des gens raisonnables. Si vous savez comment les aborder. D'accord ? Et je vous promets que la grande majorité des gens, je me souviens, moi, quand j'ai eu des fois des gens qui partaient parce que je pense que je les ai mal managés, faut être honnête, parce que je pense que j'ai pas su comprendre comment, c'est ce qui fait mon expérience aujourd'hui aussi, hein, c'est mes échecs, j'ai pas peur de le dire. Eh bien, le truc, c'est que quand ils démissionnent pour qu'ils trouvent un job, parce qu'ils ont trouvé un job, et que enfin ils peuvent me dire leur cas de vérité, mes cas de vérité, eh ben, la seule question que je leur pose tout le temps, c'est pourquoi vous m'avez pas dit? Et je le regrette tellement parce que non seulement ça veut dire que maintenant, tout l'argent que je les ai payés, c'est fini. Je suis dégoûté parce que j'aurais pu changer. Moi, je voyais pas, c'était un angle mort pour moi, ça. Je voyais pas que les gens, ça les touchait quand je disais ça, ou quand je disais ci, ou quand j'écoutais pas parce que j'avais... peu importe, en fait. Le point, c'était pas les raisons pourquoi je les écoutais pas. Le fait, c'était que, par exemple, je les écoutais pas. Quand ils avaient besoin de moi. Je voyais pas l'impact. Et j'aurais voulu que quelqu'un me le dise avant d'en arriver à... Parce que maintenant, l'idée qu'ils gardent de moi, ces gens-là, c'est pas une idée superbe et c'est tellement super dommage. Et j'ai dû apprendre dans la douleur, les amis. Alors, croyez-en, un ancien manager qui en a souffert aussi de pas être forcément le meilleur des managers, parlez, d'accord? Et si ça marche pas, les amis, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Si le gars, c'est un psychopathe, il est tordu dans sa tête, c'est un ouf, partez. Ouais, mais c'est pas si facile. Non, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Vous avez un bon CV, partez. Le seul truc que je vous dirais, c'est attention. Faites en sorte que votre relation avec votre manager, elle est superbe. Ne partez pas à froid. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura des recruteurs qui vont checker les références. Ils vont lui poser des questions. L'une des choses que je conseille, des gens, par exemple, qui se font virer. L'une des choses que je conseille, c'est à l'heure quand la personne se fait virer, la discussion où les gens doivent se séparer, ce que je demande, c'est demander une recommandation sur LinkedIn. Dites-lui, ça va être très très dur pour moi maintenant de trouver peut-être un emploi. Est-ce que vous pourriez considérer peut-être me faire une petite recommandation? Alors non, pas sur les points effectivement que vous me reprochez bien sûr, mais peut-être sur les autres points. J'espère et j'imagine que j'ai pas tout faux, qu'il y a des choses qui sont positives dans la personnalité. Ça, vous allez pouvoir me demander si vous avez une bonne relation. Mais si vous avez une relation nauséabonde avec votre boss, parce que voilà, vous faites ci, vous faites ça, puis c'est un petit peu passif, mauvaise ambiance, vous parlez derrière son dos, etc. Il faut pas être dupe. Les gens savent quand vous parlez derrière le dos. Ils devinent par les regards. Ils rentrent dans une pièce et d'un seul coup, les gens se taisent. On sait. Et tout ça, ça fait partie du fait que, après, il y a des sentiments de revanche. Donc, faites bien attention, les amis. Le manager que vous avez aujourd'hui, c'est celui qui a peut-être le plus d'influence sur votre carrière immédiate. D'accord? Aussi bien sur le point de vue compensation, revue salariale, progression de carrière, mais aussi à l'externe, si vous trouvez un autre job en externe, moi, en tant qu'employeur, je voudrais savoir ce qui s'est passé et je vous demanderai les références de qui était votre manager et je souhaiterais lui parler. Donc, soyez très très attentifs à votre relation. Et c'est pour ça que je vous demande d'en parler. C'est pour ça que je vous demande d'en parler. Parce que sinon, vous la contrôlez plus la situation. D'accord? Donc, donnez un feedback, les amis. Donnez un feedback de la bonne manière. On l'a vu comment. Et si tout ça ne marche pas, essayez quand même de garder une bonne relation humaine, personnelle avec cette personne, parce que vous risquez, d'en avoir les fruits plus tard. D'accord? Trouver un autre job, c'est facile, mais lors de la prise de référence, c'est là où ça peut bloquer. Si vous êtes l'ennemi public numéro 1 pour votre boss ou votre ex-boss, il va pas vous rater en prise de référence. Donc faites très très attention. Jouez à haut niveau, les amis. Ne jouez pas émotionnellement. D'accord? Jouez à haut niveau. Il y a mon boss de Londres qui disait toujours, quand un client m'énervait ou un candidat, il me disait, Hamza, a gun in your pocket
and a smile on your face. A smile on your face and a gun in your pocket. Donc en gros c'est, voilà, mais le moment venu, le gun is in my pocket. Mais ce qui est important, c'est que les gens voient ça. Le gun, personne ne doit le voir. Souvent les gens, ce que je leur reprocherais, c'est que on voit l'animosité, on voit l'irritation. Non, posez les choses franchement, bien comme il faut, pour qu'on voit qu'effectivement ça vous embête, ça vous démotive, peu importe, ça va. Mais n'en faites pas un défouloir, d'accord. Ne le faites pas émotionnellement, ne devenez pas hystérique, pardon. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Bon, bah écoutez, on va vous laisser, hein, on va pas vous retenir plus longtemps, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci encore. Au revoir. À bientôt les amis. Ciao ciao. Bye bye.